Toute ma famille était invitée au mariage royal de ma sœur. Sauf moi. Maman m'a humiliée en disant que je gâcherais ses photos parfaites. J'ai dit d'accord. Puis mon shooting solo en Normandie a cassé Internet. 500 €. C'est le prix que ma mère a estimé pour ma dignité. Elle a jeté l'enveloppe sur la table basse en acajou comme on laisse un pourboire à une serveuse maladroite. Disparais, a-t-elle dit. Ton allure, ta vie médiocre, ta présence même, tu es une tache sur le tableau parfait que nous avons peint pour la belle famille de Céleste. Je suis restée là, figée, alors que le mépris de ma propre mère me transperçait plus violemment qu'une lame. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette enveloppe allait financer leur destruction. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette humiliation en triomphe, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages et savoir que je ne suis pas seule. Tout a commencé par un après-midi pluvieux de novembre, dans la demeure familiale à Nantes. C'était une de ces maisons bourgeoises au haut plafond, où le silence pèse plus lourd que les meubles anciens. J'avais été convoquée. Pas invitée, convoquée. Comme une employée qui a commis une faute grave. Quand je suis entrée dans le salon, l'atmosphère était glaciale. Ma mère, Bernadette, était assise dans son fauteuil Louis XV, le dos droit, une tasse de thé à la main. Ma sœur cadette, Céleste, se tenait près de la cheminée, magnifique et terrifiante dans son tailleur de marque. Elle me regardait avec ce petit sourire en coin que je connaissais trop bien. Celui qu'elle arborait quand elle s'apprêtait à m'écraser. « Assieds-toi, Élise » a ordonné ma mère sans me regarder. Je me suis exécutée, lissant nerveusement ma jupe en lin que j'avais cousu moi-même. J'aimais cette jupe. Je la trouvais artistique, confortable. Mais sous le regard laser de ma mère et de ma sœur, elle semblait soudain n'être qu'un chiffon. Nous devons parler du mariage, a commencé Céleste. Sa voix était douce, mielleuse, mais c'était le genre de douceur qui masque le poison. Comme tu le sais, Amaury et moi avons finalisé la liste des invités pour la réception au château de Chambord. Ce sera grandiose. La crème de la société parisienne sera là. Des comtes, des notaires influents, des partenaires d'affaires. J'ai hoché la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. C'est merveilleux, Céleste. Je suis contente pour toi. Le problème, a coupé ma mère sèchement, reposant sa tasse avec un cliquetis agressif, c'est que nous avons un souci d'image. Un souci de cohérence. Elle a tourné son regard vers moi. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Seulement une évaluation froide et critique. Regarde-toi, Élise. Tu as 29 ans. Tu vis dans un studio minuscule. Tu roules dans une voiture qui pollue tout le quartier et qui fait un bruit de tracteur. Tu passes tes journées avec de la peinture sur les mains et tu t'habilles comme une bohémienne ratée. Je suis illustratrice, maman, ai-je tenté de me défendre, ma voix tremblant légèrement. C'est mon métier. Et je ne suis pas ratée. Tu illustres des livres pour enfants que personne ne lit, a ricané Céleste. Moi, je suis directrice marketing. Je gère des budgets de plusieurs millions. Amaury est issu d'une famille noble. Tu comprends le décalage, Élise? Tu comprends à quel point ta présence ferait tâche? Le mot a résonné dans la pièce. Tâche. C'est ainsi que ma famille me voyait. Non pas comme une fille, une sœur, un être humain. Mais comme une salissure sur leur impeccable nappe blanche. Nous avons discuté avec papa, a poursuivi ma mère, implacable. Et nous sommes tous d'accord. Il vaut mieux que tu ne viennes pas. Le monde s'est arrêté de tourner. Quoi, ai-je murmuré, incapable de croire ce que j'entendais. Vous me désinvitez du mariage de ma propre sœur? C'est pour ton bien, a dit Céleste avec une fausse compassion qui m'a donné la nausée. Tu ne te sentirais pas à ta place. Les gens te poseraient des questions sur ta vie, sur tes revenus. Tu serais mal à l'aise. Et franchement, je ne veux pas passer ma journée à m'inquiéter de savoir si tu vas renverser du vin rouge ou dire une bêtise devant les associés d'Amaury. De plus, a ajouté ma mère en sortant une enveloppe épaisse de son sac à main, Céleste a déjà dit à la belle famille que tu souffrais de troubles nerveux. Que tu étais fragile psychologiquement et que les foules t'angoissaient.
Ils ont trouvé cela très triste, mais compréhensible. J'ai senti le sang quitter mon visage. Vous avez dit que j'étais folle? Nous avons dit que tu étais fragile, a corrigé Céleste en haussant les épaules. C'est plus romantique. Et ça justifie ton absence sans que nous ayons honte de ta situation sociale. C'était monstrueux. Elles avaient construit un mensonge complet, effaçant ma réalité pour préserver leur paraître. La colère a commencé à monter en moi, chaude et vibrante, remplaçant la tristesse. C'est là que ma mère a fait le geste qui allait tout changer. Elle a glissé l'enveloppe vers moi sur la table basse. Il y a 500 € là-dedans, a-t-elle dit. C'est une compensation. Prends cet argent. Va-t'en quelque part le week-end du mariage. Loin. Fais-toi plaisir, achète-toi des vêtements décents pour une fois, ou va voir la mer. Mais je ne veux pas te voir à Nantes, et surtout pas près du château. Je fixais l'enveloppe blanche. C'était le prix de mon exclusion. Le prix de mon silence. Elle pensait pouvoir tout acheter. Elle pensait que j'allais pleurer, prendre l'argent et me cacher dans mon trou de souris. J'ai levé les yeux vers elle. J'ai vu la suffisance sur le visage de Céleste. J'ai vu l'arrogance dans la posture de ma mère. Et soudain, quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Mais mes chaînes. J'ai tendu la main et j'ai pris l'enveloppe. D'accord, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Je ne viendrai pas. Je ne serai pas la tache sur votre photo parfaite. Elles ont souri, soulagées. Elles pensaient avoir gagné. Elles ne savaient pas que je venais d'accepter ma première mission de guerre. En sortant de la maison familiale, la pluie fouettait mon visage, se mêlant aux larmes que je refusais de laisser couler devant elle. Je suis montée dans ma vieille Peugeot 206, celle que Céleste appelait « l'épave », et j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ce n'était pas la première fois. Oh non, c'était l'aboutissement de 29 années de mise à l'écart. Dans ma famille, il y avait toujours eu deux catégories, Céleste, la princesse, et Élise, l'erreur de parcours. Les souvenirs ont afflué pendant que je conduisais mécaniquement vers mon petit appartement en centre-ville. Je me suis revue à 10 ans, courant vers ma mère avec mon premier dessin à l'aquarelle, fière d'avoir capturé la lumière du jardin. Maman l'avait à peine regardé avant de dire « Ne laisse pas traîner tes papiers partout, Céleste a besoin d'espace pour répéter sa danse. » Céleste faisait du ballet. Elle était gracieuse, classique, parfaite. Moi, j'étais toujours tachée d'encre ou de peinture, les cheveux en bataille, le nez plongé dans des vieux livres. Pour mes parents, bourgeois de province obsédés par le statut social, l'art n'était pas un métier. C'était un passe-temps pour les gens qui n'avaient pas l'ambition de réussir vraiment. Je me suis souvenue de mes 20 ans. J'avais été acceptée aux Beaux-Arts, un rêve devenant réalité. La réaction de mon père, Henri. Nous ne paierons pas pour ça. Si tu veux gâcher ta vie à gribouiller, tu le feras à tes frais. J'avais dû travailler soir et week-end comme serveuse pour payer mes études, rentrant épuisée, les mains abîmées. La même année, Céleste avait décidé d'intégrer une école de commerce privée hors de prix. Mes parents avaient sorti le chéquier sans hésiter, lui louant un superbe appartement dans le 16e arrondissement de Paris. C'est un investissement, disait-il. Céleste va nous faire honneur. Mais le pire souvenir, celui qui me hantait encore, datait de l'année dernière. J'avais passé 3 mois sur une toile complexe, une commande importante pour un client. Céleste était passée à mon studio, pour voir. Elle était jalouse, je le sentais. Elle détestait que je puisse créer quelque chose de beau à partir de rien, alors qu'elle ne savait que consommer. Elle avait trébuché en tenant son café. Le liquide brûlant avait ruiné la toile. Oups, avait-elle dit, sans une once de regret. C'est juste un dessin, Élise. Refais-le. Quand je m'étais plainte à nos parents, maman m'avait réprimandé, tu ne vas pas en faire un drame pour un peu de café. Céleste est maladroite, c'est tout. Tu es toujours à te plaindre, à jouer la victime. Arrivé chez moi, j'ai jeté mon sac sur le canapé et mon regard est tombé sur le buffet de l'entrée. Il y avait là une invitation au mariage. Pas la mienne, bien sûr. Celle qu'ils avaient envoyée par erreur à une vieille tante décédée, et que la poste m'avait retournée car mon adresse était en expéditeur de secours. Je l'ai ouverte, le cœur battant.
Le papier était luxueux, épais, texturé. Et là, en filigrane, entourant les noms calligraphiés de Céleste et Amaury, je l'ai vu. Un motif complexe de roses sauvages et de lierre entrelacés. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas un motif générique. C'était MON dessin. C'était une illustration que j'avais réalisée il y a 6 mois pour un projet de livre de contes qui n'avait pas encore été publié. J'avais montré les croquis à Céleste un jour où elle faisait semblant de s'intéresser à mon travail. Elle avait volé mon article. Elle avait accédé à mon ordinateur ou pris des photos haute résolution, et elle l'avait utilisé pour son mariage, parfait, dont j'étais exclue. Elle méprisait mon travail, le traitait de gribouillage, mais elle n'avait aucun scrupule à le voler pour se donner un air sophistiqué. La colère froide a envahi mes veines. Ce n'était plus seulement de l'injustice. C'était du vol. C'était une violation de mon âme. Je tremblais de rage en tenant cette invitation. Imaginez, votre sœur vole votre travail créatif pour son mariage où vous êtes interdite de séjour. À ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous appelé un avocat tout de suite? Ou auriez-vous préparé une vengeance plus subtile? Dites-le-moi en commentaire. J'ai sorti mon téléphone. Je n'allais pas appeler un avocat. Pas tout de suite. J'allais appeler Manon. Et nous allions utiliser les 500 € de maman pour faire quelque chose de bien plus spectaculaire qu'un procès. Manon est arrivée au petit café en bas de chez moi 10 minutes après mon appel. Manon, c'est mon opposé et mon encre. Pragmatique, directe, avec une coupe au carré stricte et un regard qui ne laisse rien passer. Quand je lui ai montré l'invitation et raconté la scène dans le salon, j'ai cru qu'elle allait renverser la table. C'est illégal, Élise, s'est-elle exclamée, attirant les regards des autres clients. C'est une violation de droit d'auteur caractérisée. Ta sœur est riche, son mari est riche, et ils volent le travail de l'artiste fauché qu'ils méprisent? On doit les attaquer. On doit leur envoyer un huissier en plein vin d'honneur. J'ai secoué la tête, buvant une gorgée de café noir pour me donner du courage. Non. Si je fais ça maintenant, ils diront que je suis la sœur aigrie, la folle jalouse qui veut gâcher le bonheur de la mariée. Maman a déjà préparé le terrain en disant que j'étais instable. Un procès ne ferait que confirmer leurs mensonges aux yeux de la famille. Alors quoi? A demandé Manon, exaspérée. Tu vas les laisser gagner? Tu vas prendre tes 500 € et aller pleurer dans un hôtel Formule 1? J'ai souri. Un sourire qui ne m'atteignait pas les yeux, mais qui me donnait une force nouvelle. Non. Maman a dit que ma présence ferait tâche. Elle a dit que je représentais la médiocrité. Je vais lui prouver le contraire. Elle veut que je disparaisse? Je vais disparaître. Mais je vais réapparaître là où elle ne pourra pas m'ignorer. J'ai sorti mon carnet de croquis. J'ai tourné les pages jusqu'à un dessin au fusain que j'avais fait des années auparavant. Une silhouette solitaire face à une immense abbaye sur un rocher, entourée par la mer. Le mont Saint-Michel, a murmuré Manon. J'ai toujours rêvé d'y aller pour peindre, ai-je dit. Mais je n'ai jamais eu les moyens ni le temps. Ce week-end, pendant que Céleste jouera à la princesse dans son château de la Loire, je vais aller au mont. Mais je ne vais pas peindre, Manon. Je vais devenir l'œuvre d'art. J'ai posé l'enveloppe de 500 € sur la table. Ceci, plus mes économies pour ma nouvelle tablette graphique, ça fait environ 3000 €. C'est suffisant. Suffisant pourquoi? Pour engager Romain. Manon a écarquillé les yeux. Romain? Le photographe ermite de Normandie? Celui qui a gagné le prix World Press Photo et qui refuse de travailler pour la mode? Lui-même. Je le suis sur Instagram. Il cherche de l'authenticité, de la douleur, de la vérité. Pas des sourires pepsodes. Je vais lui écrire. Je vais lui raconter mon histoire. Et je vais lui demander de faire de moi la reine que ma famille refuse de voir. Manon m'a regardé longuement, puis un sourire féroce a étiré ses lèvres. Tu sais que c'est de la folie? C'est de la justice poétique, ai-je répondu. Ils veulent cacher la vilaine sœur. Je vais m'exposer au monde entier. Je vais être tellement éblouissante qu'ils ne pourront plus jamais me traiter de médiocrité. Nous avons passé le reste de la soirée à planifier. Pas de château,
pas de traiteur, pas de 300 invités hypocrites. Juste la mer, la pierre millénaire, et moi. J'allais transformer mon exclusion en une célébration de ma propre existence. C'était risqué. C'était coûteux. C'était la chose la plus impulsive que j'ai jamais faite. Mais pour la première fois de ma vie, je ne demandais pas la permission d'exister. Je la prenais. Le vendredi matin, alors que le cortège de ma sœur se dirigeait vers le luxueux château de Chambord sous un ciel menaçant, Manon et moi roulions vers le nord. Ma vieille Peugeot vibrait sur l'autoroute, mais je m'en fichais. J'avais l'impression de m'évader de prison. Romain avait répondu à mon mail. Une réponse brève, presque sèche, votre histoire m'intéresse. La douleur a une texture que l'argent ne peut pas acheter. Soyez au pied du mont samedi à 4h30 du matin. N'arrivez pas en retard. Nous avons fait une halte dans une petite boutique d'antiquités près de Rennes. Je ne voulais pas d'une robe de mariée traditionnelle. Je ne voulais pas ressembler à une pâle copie de Céleste. Je cherchais quelque chose qui avait une âme. Je l'ai trouvé au fond du magasin, suspendu derrière des uniformes militaires mités. Une robe en soie ivoire des années 1920, fluide, coupée en biais, avec de la dentelle délicate au dos qui semblait tissée par des araignées. Elle avait vécu. Elle avait une histoire. Elle n'était pas blanche immaculée, elle avait la couleur de la nacre et du vieux papier. C'est elle, ai-je chuchoté. Quand je l'ai essayée, elle tombait parfaitement sur mes hanches, soulignant ma silhouette sans la contraindre. Je me suis regardée dans le miroir piqué. Pour la première fois, je ne voyais pas la « fille loitoie » que ma mère décrivait. Je voyais une femme sortie d'un autre temps. Tu es spectaculaire, a dit Manon, la voix étranglée. Tu ressembles à un fantôme royal. Nous sommes arrivés en Normandie en fin d'après-midi. Le ciel était d'un gris métallique, lourd et puissant. Le mont Saint-Michel se dressait à l'horizon, sombre et mystérieux, défiant les éléments. C'était tellement loin de l'ambiance bonbonnière rose et or que Céleste avait imposée pour son mariage. Ici, tout était brut. Tout était vrai. Nous avons rencontré Romain dans un petit bistrot. C'était un homme d'une quarantaine d'années, barbu, les yeux perçants, vêtu d'une parka usée. Il m'a scruté sans dire bonjour. « Montrez-moi vos mains, a-t-il dit. J'ai tendu mes mains, tachées d'encre de Chine et marquées par le travail manuel. Il a hoché la tête, satisfait. Bien. Des mains qui crient. Pas des mains qui ne font que signer des chèques. Demain, la marée sera basse à l'aube. La lumière sera dure, froide. Je ne veux pas de maquillage excessif. Je ne veux pas de pose de magazine. Je veux voir ce qu'il y a là-dedans. Il a pointé mon cœur. Je veux voir la colère que vous cachez. Cette nuit-là, dans notre petite chambre d'hôtel, je n'ai pas pu dormir. Je pensais à ma famille à Nantes. Il devait être au dîner de répétition. Maman devait se pavaner, racontant à qui voulait l'entendre que sa fille aînée était souffrante et ne pouvait pas venir. Céleste devait être le centre de l'attention, savourant son triomphe. Il pensait m'avoir effacée. Il pensait que j'étais recroquevillée dans mon lit, pleurant sur mon sort. J'ai regardé la robe en soie suspendue à la porte de l'armoire. Elle semblait briller dans la pénombre. Demain, je n'allais pas être Élise la ratée. Demain, j'allais être une œuvre d'art vivante. Et Romain avait raison, j'allais leur montrer ma colère. Mais je la transformerais en quelque chose de si beau qu'ils ne pourraient pas détourner le regard. 4h30 du matin. L'air était si froid qu'il brûlait mes poumons. Il faisait nuit noire, mais on sentait l'imminence du jour. Manon m'aidait à marcher sur le chemin de terre, portant ma cape en laine pour que je ne gèle pas avant le moment fatidique. Le mont Saint-Michel se dressait devant nous, une silhouette noire titanesque découpée sur un ciel qui commençait à peine à virer au bleu nuit. Il n'y avait personne. Juste nous, le vent, et l'histoire millénaire de ce rocher. Romain était déjà là, installant ses trépieds dans le sable humide de la baie. La marée s'était retirée, laissant derrière elle un miroir infini d'eau et de vases qui reflétaient le ciel. « Enlevez la cape » a ordonné Romain. Sa voix était calme mais impérative. J'ai frissonné, hésitante. Le froid était mordant.
Mais j'ai pensé à la chaleur étouffante du salon de ma mère, à ses paroles brûlantes de mépris. J'ai laissé tomber la cape. Le vent de l'Atlantique a frappé ma peau nue à travers la soie fine. C'était un choc physique violent. J'ai halté. Marchez, a dit Romain. Allez vers l'eau. Ne me regardez pas. Regardez l'horizon. Pensez à ce qu'ils vous ont dit. Pensez à ce « non » qu'ils vous ont jeté au visage. J'ai avancé pieds nus dans le sable glacé. La boue s'infiltrait entre mes orteils. C'était sale, c'était froid, et c'était incroyablement libérateur. À Nantes, ma sœur portait des chaussures en satin qu'elle avait peur de salir. Ici, j'étais connecté à la terre. J'ai fermé les yeux. J'ai revu le visage de ma mère quand elle m'avait donné l'argent. J'ai revu le sourire suffisant de Céleste. J'ai senti la solitude de toutes ces années, la douleur d'être l'invisible, la moins aimée. Crie, a hurlé Romain soudainement, brisant le silence. Sors-le. Et je l'ai fait. J'ai ouvert les yeux et j'ai hurlé face à l'océan. Un cri primal, sans mots, qui venait du fond de mes entrailles. J'ai levé les bras vers le ciel, la soie de ma robe claquant au vent comme des ailes brisées qui tentaient de se ressouder. Le soleil a choisi cet instant précis pour percer l'horizon. Ce n'était pas une lumière douce. C'était une explosion d'or liquide. Les rayons ont frappé le mont, illuminant l'archange au sommet, puis ils ont dévalé la pierre pour m'inonder. La brume matinale s'est illuminée, créant une aura dorée autour de moi. Je n'avais plus froid. Je brûlais de l'intérieur. Je dansais sur le sable, tournant sur moi-même, me sentant plus grande, plus forte, plus vivante que je ne l'avais jamais été. Je n'étais plus la sœur de Céleste. Je n'étais plus la fille décevante de Bernadette. J'étais Élise. Juste Élise. Et c'était suffisant. C'était même grandiose. Romain tournait autour de moi comme un prédateur, le déclencheur de son appareil crépitant en rafale. Il ne me donnait plus d'ordre. Il suivait simplement mon énergie. Pendant 1 heure, j'ai été libre. J'ai couru, j'ai pleuré, j'ai ri. J'ai laissé la mer laver les insultes, j'ai laissé le vent emporter les attentes toxiques de ma famille. Quand le soleil fut trop haut et la lumière trop dure, Romain a baissé son appareil. Il avait l'air épuisé mais extatique. Il s'est approché de moi et m'a montré l'écran de son boîtier. Regarde, a-t-il dit doucement. Je me suis penché. Sur la photo, une femme se tenait face à l'immensité, baignée de lumière, la robe flottant comme de l'écume. Elle avait l'air d'une guerrière, d'une sainte, d'une reine. Elle était d'une beauté tragique et puissante. J'ai mis une main sur ma bouche, les larmes montant aux yeux. C'est moi? C'est toi, a confirmé Romain. C'est la femme qu'ils n'ont pas voulu voir. Manon est arrivée en courant avec une couverture et un thermos de café chaud. Elle pleurait aussi. Élise, mon Dieu, Élise. Tu as gagné. Tu ne sais pas encore à quel point, mais tu as gagné. Je ne savais pas de quoi elle parlait à ce moment-là. Je savais juste que je me sentais vide, mais d'un vide propre, prêt à être rempli par quelque chose de nouveau. J'avais laissé ma honte sur cette plage. Je ne savais pas encore que pendant que le soleil me couronnait en Normandie, le ciel se préparait à s'effondrer sur le château de ma sœur. Nous sommes rentrés à l'hôtel, épuisés mais euphoriques. Romain nous a promis de m'envoyer les premières retouches dans l'après-midi. Il était excité comme un enfant, parlant de « lumière divine » et de « chef-d'œuvre de sa carrière ». Vers 14 heures, alors que je somnolais après un bain chaud, mon téléphone a vibré. C'était le fichier de Romain. Une seule photo. Celle où je levais les bras vers le soleil, avec le mont Saint-Michel en arrière-plan, majestueux et immuable. Le contraste entre la pierre sombre et la soie lumineuse de ma robe était saisissant. J'ai hésité. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Publier » d'Instagram. Mon compte était modeste, principalement suivi par des amis artistes et quelques collègues. Mais ce n'était pas une question de nombre. C'était une déclaration. J'ai tapé la légende. Je voulais quelque chose de vrai. Pas de haine explicite, juste la vérité. Maman a dit que j'étais la médiocrité. J'ai trouvé l'immensité. Merci pour le cadeau de 500 € qui a financé ma liberté.
Hashtag solo wedding, hashtag Mont-Saint-Michel, hashtag liberté, hashtag art de vivre. J'ai appuyé sur publier. Au même moment, à 300 km de là, dans la vallée de la Loire, le karma entrait en action avec une précision météorologique effrayante. Je l'ai appris plus tard par les stories Instagram des cousins éloignés. Le mariage de Céleste était prévu en extérieur, dans les jardins à la française du château. Céleste voulait des photos naturelles, sous le soleil printanier. Elle avait refusé de louer des tentes, disant que cela gâcherait l'esthétique et que la météo prévoyait du beau temps. Mais la météo dans la Loire est capricieuse. À 15 heures, exactement au moment où Céleste remontait l'allée centrale au bras de mon père, le ciel est devenu noir. Pas gris, noir. Une tempête de grêle, un phénomène rare et violent, s'est abattue sur le château. Les vidéos étaient chaotiques. On voyait les invités en tenue de haute couture hurler et courir pour s'abriter, glissant sur l'herbe devenue boueuse. On voyait les décorations florales à 20 000 € être déchiquetées par le vent. Et on voyait Céleste. Sa robe Vera Wang sur mesure, blanche, immense, traînait dans la boue brune. Elle était trempée, ses cheveux collés au visage, son maquillage coulant en traînées noires. Elle hurlait des ordres que personne n'écoutait, le visage déformé par la rage. C'était l'image même du désastre. Pendant que ma sœur pataugeait dans la boue de son ambition, ma photo commençait son ascension silencieuse. Au début, ce furent les likes de mes amis. Magnifique, quelle puissance! Puis, Romain a partagé la photo sur son compte professionnel qui comptait plus de 200 000 abonnés. Il a ajouté en légende, aujourd'hui, j'ai photographié une âme qui se libère. Oubliez les mariages de princesses. Voici la vraie royauté. C'est là que tout a basculé. Les notifications ont commencé à s'empiler. 100 likes. 1000 likes. 10 000 likes. Des inconnus commentaient. C'est la plus belle photo que j'ai vue cette année. Qui est cette femme? On dirait une déesse. Lisez la légende. Médiocrité? Sa famille est aveugle. Manon regardait son téléphone, les yeux écarquillés. Élise, regarde Twitter. Quelqu'un a fait un montage. Ta photo à côté d'une capture d'écran de la story de ta cousine montrant Céleste dans la boue. La légende dit, quand tu bannis ta sœur artiste pour être la star, mais que Dieu préfère l'art. Point. J'ai regardé l'image. D'un côté, moi, baignée de lumière dorée, sereine, éthérée. De l'autre, Céleste, le visage tordu de colère, trempé, misérable. Le contraste était brutal. C'était la fable de la cigale et la fourmi inversée, ou Cendrillon sans le prince, juste avec sa propre magie. Je n'ai pas ressenti de joie malveillante. J'ai ressenti un étrange sentiment d'équilibre. L'univers avait rétabli les comptes. Il voulait la perfection de l'image? Il l'avait perdue. Il voulait me rendre invisible? J'étais devenue la seule chose qu'on voyait. Mais je savais que le calme avant la tempête était terminé. La vraie tempête, celle de la fureur maternelle, allait bientôt s'abattre sur moi. Le samedi soir, alors que nous dînions d'une galette complète et de cidre dans une petite crêperie, mon téléphone est devenu brûlant. Littéralement. La batterie se vidait à vue d'œil sous l'assaut des notifications. La photo avait dépassé les 100 000 likes. Elle était en tendance sur Twitter France. Des influenceurs mode la repartageaient. Des féministes l'utilisaient comme symbole d'émancipation. Des sites comme Le Bonbon et Combini avaient déjà pondu des articles. Bannie du mariage de sa sœur, elle s'offre le shooting du siècle au Mont-Saint-Michel. Les gens adoraient l'histoire. Ils adoraient le David contre Goliath. La petite illustratrice méprisée contre la riche famille snob. Les commentaires étaient une vague d'amour et de soutien que je n'avais jamais connue de ma vie. Je ne te connais pas, mais tu es mon idole. Ta robe est sublime, bien plus classe que n'importe quelle meringue de mariage. La meilleure vengeance est de vivre bien. Bravo. Mais ce qui m'a le plus touché, ce sont les messages privés. Des dizaines de femmes me racontaient leurs histoires. Celles qui étaient les brebis galeuses de leur famille, celles qu'on cachait, celles qu'on critiquait. Elles me disaient merci. Tu m'as donné envie de porter ma plus belle robe et d'aller danser seule, m'a écrit une dame de 60 ans.
À la réception de mariage de Céleste, ou ce qu'il en restait, déplacé à la hâte dans une salle annexe humide du château, l'ambiance était funèbre. Je le savais car ma cousine Sophie, la seule qui m'aimait bien, m'envoyait des textos en cachette. C'est l'horreur ici. Céleste est hystérique. Elle a passé 1 heure à pleurer dans les toilettes. Et le pire, c'est que tout le monde regarde ton Instagram sous la table. Les invités se montrent ta photo. J'ai entendu le père du marié dire, « Mon Dieu, quelle élégance, pourquoi n'est-elle pas là? Ta mère est livide. » J'ai bu mon cidre, un sourire flottant sur mes lèvres. J'avais passé ma vie à essayer de me faire toute petite pour ne pas déranger. À m'excuser d'exister. Ce soir, j'occupais tout l'espace. Mais la viralité a un côté sombre. Les internautes sont des détectives redoutables. Avec les indices, le prénom Céleste, le lieu, la date, certains avaient retrouvé le profil Instagram public de ma sœur. Ils avaient trouvé les photos de pré-mariage prétentieuses. Et ils avaient commencé à commenter. Non pas de la haine, mais une ironie mordante. Dommage pour la pluie. Le karma, peut-être? On préfère la sœur au Mont-Saint-Michel. C'est moche de traiter sa famille comme ça. Céleste avait dû passer son compte en privé en urgence. Elle, qui vivait pour les likes et l'admiration, se retrouvait barricadée, cachée, honteuse. J'ai regardé Manon. Je crois que j'ai déclenché une guerre nucléaire. Manon a ri, un rire franc et sonore. Non, ma chérie. Tu as juste allumé la lumière. Ce sont les cafards qui paniquent. J'allais me coucher avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'immense. Mais le lendemain matin, la réalité familiale allait frapper à ma porte, et elle n'allait pas être aussi poétique qu'un lever de soleil. Dimanche matin, 9 heures. Je fus réveillée non pas par le chant des mouettes, mais par la sonnerie agressive de mon téléphone. Le nom affiché sur l'écran me fit froid dans le dos, maman. J'ai hésité. Manon, qui s'était réveillée, m'a fait signe de ne pas répondre. Laisse-les mariner, a-t-elle chuchoté. Mais je devais le faire. Je ne pouvais plus me cacher. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décroché. Allô? La voix de ma mère était si aiguë qu'elle a saturé le haut-parleur. Elle ne parlait pas, elle hurlait. Tu es contente de toi? Tu es fière? Espèce de petite vipère ingrate. Tu as détruit le jour le plus important de la vie de ta sœur. J'ai gardé un calme olympien, un calme qui me surprenait moi-même. Bonjour, maman. Je vais bien, merci de demander. Comment était le mariage? Ne joue pas à ça avec moi, Élise. Tu sais très bien comment c'était. C'était un désastre, et c'est de ta faute. Ma faute? J'ai failli rire. Maman, j'étais à 300 kilomètres de là. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. J'ai pris ton argent, je suis partie, j'ai disparu. Je n'ai pas commandé la pluie. Tu as posté cette photo. Cette photo ridicule. Maman suffoquait de rage. Tout le monde ne parle que de ça. Les invités nous demandaient pourquoi tu n'étais pas là, pourquoi tu étais seule là-bas. Le père d'Amaury a vu la photo et a demandé si nous t'avions exclu. Nous avons dû mentir, dire que tu avais fait une fugue. Tu nous fais passer pour des monstres. Peut-être parce que c'est ce que vous avez été, ai-je répondu froidement. Vous m'avez banni. Vous m'avez traité de tâche. Vous pensiez que je resterais dans l'ombre. J'ai choisi la lumière. Si la comparaison vous fait mal, c'est votre problème, pas le mien. Soudain, j'ai entendu des bruits de lutte à l'autre bout du fil, et la voix de Céleste a remplacé celle de ma mère. Elle pleurait, mais c'était des pleurs de rage, pas de tristesse. Tu es une sorcière, Élise. Tu as fait ça exprès. Tu savais que j'aurais l'air minable à côté. Tu es jalouse, tu as toujours été jalouse de moi. Je ne suis pas jalouse, Céleste, ai-je dit doucement. J'ai pitié de toi. Tu as dépensé 200 000 € pour impressionner des gens que tu n'aimes pas, et tu as fini dans la boue. J'ai dépensé 500 € pour me retrouver moi-même, et j'ai touché le ciel. Ce n'est pas de la jalousie. C'est juste la vérité qui éclate. Retire cette photo, a hurlé Céleste.
Retire-la tout de suite. Tu m'humilies. Non. Le silence au bout du fil fut assourdissant. Je n'avais jamais dit non à Céleste. Jamais. Pardon? J'ai dit non. C'est mon compte, c'est ma vie, c'est mon image. Tu as voulu contrôler mon absence à ton mariage. Tu ne contrôleras pas ma présence dans le monde. La photo reste. Si tu ne l'enlèves pas, a menacé ma mère, reprenant le téléphone, sa voix tremblante de haine froide, tu ne fais plus partie de cette famille. Ne reviens jamais à la maison. Tu es morte pour nous. J'ai senti une larme couler sur ma joue, mais mon cœur restait solide comme le granit du Mont Saint-Michel. Maman, ai-je dit, tu m'as donné 500 € pour que je parte. Tu m'as déjà vendu. On ne peut pas chasser quelqu'un qui est déjà parti. Adieu. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement, mais je me sentais incroyablement légère. C'était fini. Le cordon toxique était coupé. J'ai regardé Manon. Elles m'ont renié. Manon m'a pris dans ses bras. Tant mieux. Maintenant, tu es libre de devenir qui tu veux. Mais Céleste n'avait pas dit son dernier mot. Et elle ne savait pas que le pire restait à venir pour elle. Car la viralité de ma photo avait attiré l'attention de quelqu'un d'autre que des curieux, des journalistes professionnels. Et ils allaient découvrir le secret de l'invitation. Le lundi matin, je suis rentrée à Nantes, non pas chez mes parents, mais dans mon petit studio. Je me sentais différente. L'appartement semblait plus petit, mais mes horizons s'étaient élargis. Ma boîte mail débordait. Parmi les centaines de messages, l'un d'eux a retenu mon attention. L'objet disait « Demande d'interview, magazine Elle et le Monde Art ». Une journaliste culturelle renommée, Sophie D, voulait faire un portrait sur moi. Non pas comme la fille du buzz, mais comme une artiste qui avait transformé une exclusion familiale en performance artistique. J'ai accepté. L'interview s'est déroulée par visio le mardi. Sophie était perspicace. Elle m'a posé des questions sur ma robe, sur la lumière, sur mes sentiments. Et inévitablement, elle a posé la question sur le contexte. Votre légende mentionne une médiocrité reprochée par votre mère. Et les internautes ont fait le lien avec le mariage de votre sœur. Que s'est-il passé? J'ai respiré un grand coup. Je n'ai pas insulté ma famille. Je suis restée factuelle. J'ai raconté l'exclusion. J'ai raconté le sentiment d'inadéquation. Et puis, presque comme une réflexion après coup, j'ai parlé de l'invitation. Le plus ironique, ai-je dit à la journaliste, en montrant l'invitation que j'avais gardée, c'est que bien que jugé trop médiocre pour venir, mon art, lui, était assez bon pour eux. Ce motif de rose, c'est moi qui l'ai dessiné. Ma sœur l'a pris sur mon ordinateur sans me demander et l'a utilisé pour toute sa papeterie de mariage. La journaliste a écarquillé les yeux. Attendez, votre sœur travaille dans le marketing, n'est-ce pas? Et elle a utilisé une œuvre sous droit d'auteur sans autorisation ni crédit, tout en bannissant l'artiste? C'est exactement ça. L'article est sorti le jeudi. Il était titré « L'exilé du Mont Saint-Michel, quand l'art devient une réponse au mépris de classe ». C'était une bombe. L'article ne se contentait pas de louer mes photos. Il analysait la cruauté de la situation. Il parlait du vol de propriété intellectuelle commis par une professionnelle du marketing. Il nommait Céleste, les internautes avaient déjà trouvé son nom, le journaliste n'a fait que confirmer les faits publics. La réaction fut immédiate et brutale. Internet s'est enflammé. Ce n'était plus juste une histoire de famille, c'était une question d'éthique professionnelle et de justice sociale. Les avis Google du cabinet de notaire où Céleste travaillait, elle n'était pas notaire elle-même, mais directrice de la communication d'une grande étude, ont été inondés d'étoiles uniques. Emploie une voleuse d'art. Aucune éthique. Honte à vous. La marque de champagne pour laquelle elle gérait l'image a été taguée des milliers de fois sur Twitter avec le hashtag Payez l'artiste. Céleste, qui avait passé sa vie à construire une image de perfection et de professionnalisme, voyait sa réputation se désintégrer en temps réel. Elle avait voulu que je sois invisible pour ne pas entacher son image. Au final, c'est son traitement envers moi qui a détruit cette image. Le jeudi soir, j'ai reçu un mail d'Amaury, son mari.
C'était la première fois qu'il m'écrivait directement. Élise. Je viens de lire l'article. Je viens de voir les preuves du dessin. Je ne savais rien. Céleste m'avait dit que tu avais fait une crise de nerfs et que tu refusais de venir. Elle m'a dit que le dessin était une création libre de droit qu'elle avait achetée. Je me sens trahie. Je suis désolée. Je n'ai pas répondu. Il n'était pas le méchant de l'histoire, mais il avait été complice par sa passivité. Le château de cartes s'effondrait. Et je regardais tout cela depuis ma fenêtre, peignant une nouvelle toile, sentant pour la première fois que mes mains n'étaient pas sales, mais puissantes. La chute de la maison royale de mes parents fut rapide et spectaculaire. 2 jours après la publication de l'article, la marque de champagne a publié un communiqué annonçant qu'ils se séparaient de leur directrice marketing avec effet immédiat, citant une incompatibilité avec les valeurs d'intégrité de l'entreprise. Céleste était virée. Pour elle, qui définissait sa valeur par son titre et son salaire, c'était une mort sociale. Mais le pire est venu d'Amaury. Amaury était un homme simple sous ses airs aristocratiques. Il aimait l'honnêteté. Il avait épousé Céleste en pensant qu'elle était une femme brillante et sophistiquée. Il découvrait qu'elle était une manipulatrice cruelle capable de voler sa propre sœur. Le scandale du mariage boueux, couplé à la révélation du vol et du mensonge sur ma santé mentale a été trop pour lui. Sa famille, très à cheval sur l'honneur, a fait pression. Il a demandé une annulation du mariage, ou du moins une séparation immédiate, à peine une semaine après la cérémonie. Il est parti en voyage de noces, tout seul. Céleste a dû retourner vivre chez nos parents. L'ambiance à Nantes, m'a-t-on dit, était irrespirable. Mes parents, Bernadette et Henri, qui vivaient pour le regard des autres, ne pouvaient plus sortir de chez eux. Au club de bridge, au golf, au marché, les regards avaient changé. Ils n'étaient plus les bourgeois respectables. Ils étaient les parents sans cœur qui avaient chassé leur fille talentueuse. L'hypocrisie de ma mère, démasquée, la rendait persona non grata. Pendant ce temps, ma vie prenait une trajectoire inverse. Mon compte Instagram avait dépassé les 300 000 abonnés. Je recevais des commandes de dessins du monde entier. Une maison d'édition parisienne m'a contacté pour illustrer une série de grands classiques de la littérature. J'ai pu quitter mon studio. J'ai loué un magnifique loft avec une immense verrière, parfait pour peindre. J'ai acheté une nouvelle voiture. Mais je n'étais pas heureuse du malheur de ma famille. J'étais juste soulagée qu'ils ne puissent plus m'atteindre. Un soir, alors que je finissais une illustration, on a sonné à ma porte. C'était mon père, Henri. Je ne l'avais pas vu depuis le fameux jour dans le salon. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il tenait son chapeau entre ses mains, les épaules voûtées. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé d'une voix faible. J'ai hésité, puis je me suis écartée. Il est entré, regardant autour de lui, voyant mes toiles, mes succès, mon nouvel univers qu'il ne connaissait pas. « C'est beau ici » a-t-il murmuré. « Qu'est-ce que tu veux, papa ?» Il a soupiré et a sorti un carnet de chèques. « Céleste, elle ne va pas bien. Elle est dépressive. Elle ne mange plus. Elle a tout perdu. Amaury ne veut plus lui parler. Sa carrière est finie. » Il a posé un chèque sur la table. Le montant était astronomique. C'était probablement l'argent de la vente de sa collection de vins précieux. « Prends ça, a-t-il dit. C'est beaucoup plus que les 500 €. Je t'en supplie, Élise. Fais une déclaration publique. Dis que c'était un malentendu. Dis que tu avais donné la permission pour le dessin. Dis que nous ne t'avons pas banni. Aide-nous à reconstruire l'image de ta sœur. J'ai regardé le chèque. J'ai regardé mon père. Cet homme qui n'avait jamais levé le petit doigt pour me défendre quand ma mère me critiquait. Cet homme qui avait laissé faire. Tu viens ici, ai-je dit doucement, non pas pour t'excuser de m'avoir fait du mal, mais pour me demander de mentir pour sauver Céleste encore une fois? Elle est ta sœur. Et moi? Étais-je sa sœur quand elle a volé mon travail? Étais-je ta fille quand tu m'as laissé partir avec 500 € comme une mendiante? Il a baissé la tête. Je ne veux pas de ton argent, papa, ai-je dit en déchirant le chèque lentement.
Je n'ai pas besoin de votre argent pour réussir. Regarde autour de toi. J'ai construit tout ça seul. Et je ne mentirai pas, Céleste doit affronter la réalité. C'est la seule façon pour elle de grandir. Tu es dur, a-t-il dit, les larmes aux yeux. Non, papa. Je suis juste. C'est ce qui vous manque le plus dans cette famille. La justice. Il est parti, les épaules encore plus basses. Je savais que je ne le reverrais pas de sitôt. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. J'avais protégé mon enfant intérieur. Les mois ont passé. L'été a laissé place à l'automne. La frénésie médiatique s'est calmée, mais ma carrière, elle, était solidement lancée. J'étais devenue une voix pour les invisibles des familles toxiques. Je recevais chaque jour des lettres. Je n'ai jamais eu de nouvelles directes de ma mère. On m'a dit qu'elle s'était enfermée dans la religion, jouant maintenant le rôle de la martyre abandonnée par une fille ingrate. C'était son nouveau rôle, et elle le jouait à la perfection. Céleste, par contre, a tenté une approche. 6 mois après le scandale, j'ai reçu une lettre manuscrite. Pas un email, une lettre. L'écriture était tremblante. Élise. Je suis en thérapie. Le psy dit que je dois affronter mes démons. Tu as toujours été mon démon. Pas parce que tu étais méchante, mais parce que tu étais libre. J'avais l'argent, la beauté, l'attention de maman, mais tu avais ce talent que je ne pouvais pas acheter. Je t'ai détesté pour ça. Je voulais t'écraser pour me sentir grande. Je suis désolée. Je ne demande pas ton pardon, je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. J'ai relu la lettre plusieurs fois. C'était la chose la plus honnête que Céleste ait jamais dite. Elle avait tout perdu, son mari, son job, son statut pour enfin trouver un peu d'humanité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas prête à la laisser rentrer dans ma vie. La confiance est comme un miroir, une fois brisé, on peut recoller les morceaux, mais on verra toujours les fissures. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. Peut-être un jour. Pas aujourd'hui. Pour l'instant, j'avais une exposition à préparer. Ma toute première exposition solo à Paris, dans une galerie du Marais. Le thème, lumière et ombre, la résilience. Le soir du vernissage, la galerie était pleine. Il y avait des critiques d'art, des journalistes, des fans, et bien sûr, Manon et Romain, qui étaient devenus mes piliers. Au centre de la pièce trônait la photo. Celle du Mont Saint-Michel. Imprimée en format géant, elle irradiait. Je portais une nouvelle robe, une création d'un jeune designer qui m'avait contacté. J'avais une coupe de champagne à la main. Je riais. Soudain, j'ai cru voir une silhouette familière près de la porte vitrée, à l'extérieur. Une femme en manteau beige, les cheveux tirés, qui regardait à l'intérieur avec un mélange de tristesse et d'admiration. C'était Céleste. Elle n'a pas osé entrer. Elle est restée là 1 minute, nous avons échangé un regard à travers la vitre, puis elle a fait demi-tour et a disparu dans la nuit parisienne. Je n'ai pas couru après elle. J'ai levé mon verre vers Manon. À quoi tu brindes, a demandé Manon. À la médiocrité, ai-je répondu avec un sourire radieux. Et à tout ce qu'elle m'a permis de devenir. Aujourd'hui, 1 an après ce fameux week-end, je suis assise sur la terrasse de mon appartement. Je regarde le soleil se coucher sur les toits. Je ne suis plus la fille qui attendait qu'on lui dise qu'elle était assez bien. Je ne suis plus la fille qui acceptait les miettes d'affection. L'enveloppe de 500 € a disparu depuis longtemps, dépensée dans ce voyage qui a changé ma vie. Mais ce qu'elle a acheté est inestimable. Elle a acheté ma dignité. Ma famille est toujours brisée. Mes parents vivent dans leur amertume, Céleste tente de se reconstruire loin d'eux. C'est triste, oui. Mais ce n'est pas ma faute. J'ai appris que l'on ne peut pas sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés, et qu'on ne doit surtout pas se noyer avec eux. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est d'accepter d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, si cela signifie être le héros de la vôtre. Il voulait que je sois une distraction? Je suis devenue l'événement principal. Il voulait que je sois invisible? Je suis devenue inoubliable. Si vous vous sentez petit, ignoré,
ou méprisés par ceux qui devraient vous aimer, n'attendez pas leur permission pour briller. Prenez votre douleur, prenez votre colère, et faites-en de l'art. Faites-en de la vie. Allez trouver votre propre Mont-Saint-Michel. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime et partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires de résilience et de justice. Et vous, quelle est votre plus belle revanche sur la vie? Racontez-moi en commentaire, je lis tout. Prenez soin de vous, vous êtes précieux.